Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, avec Nordvolt, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec gèle nos mégawatts et met l'argent public à risque. Il y a un an, presque jour pour jour, Nordvolt, c'était l'Eldorado. On allait investir plusieurs milliards d'argent public dans ça. Le premier ministre disait il y a un an, je le cite, « C'est historique. C'est pour des journées comme ça que je fais de la politique. C'est une grande journée pour l'économie du Québec. » Fin de la citation. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on apprend de Nordvolt? Perte de contrat majeur BMW, 3 milliards de dollars. Difficulté de payer ses fournisseurs. On licencié lundi 1600 employés suédois. Les actionnaires refusent d'injecter de l'argent supplémentaire et le gouvernement suédois aussi. On a appris ce matin, sous la plume de Francis Alain, Journal de Montréal, qui reprenait une nouvelle de Bloomberg, à 10h38, cellule de crise. Le gouvernement, la ministre suédoise de l'Énergie, elle, met Nordvolt dans une cellule de crise. Ce qui faisait dire à la ministre, la nôtre, ici au Québec, c'est un risque contrôlé. Nordvolt nous assure que le projet au Québec n'est pas affecté par ces annonces. Deux poids, deux mesures entre une ministre suédoise qui voit ce qui se passe et une ministre québécoise qui nie la réalité. Elle a dit, notre ministre québécoise, j'ai parlé aux dirigeants, ils m'ont rassuré. Parfait. Question au premier ministre, ce midi. Le premier ministre, oui ou non, est-il assuré? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, depuis 6 ans qu'on est au gouvernement, depuis 6 ans, on a pris des risques calculés qui ont été payants. On a réussi à faire exploser les investissements des entreprises, autant les entreprises québécoises que les entreprises étrangères. Et tous les indicateurs le confirment, Madame la Présidente. Le Québec a battu le reste du Canada pour le PIB par habitant, pour la croissance, a battu le reste du Canada pour le salaire moyen, a battu le reste du Canada pour le revenu disponible après impôt. Donc, Madame la Présidente, quand on regarde les résultats de notre approche, les résultats sont positifs, beaucoup plus positifs qu'ils l'étaient avec les gouvernements du Parti libéral ou du Parti québécois. Maintenant, Madame la Présidente, quand on veut faire du développement, il faut effectivement prendre des risques calculés. Sinon, on n'avance pas. Or, dans le dossier de la filière batterie, on pense, de ce côté-ci de la Chambre, qu'au cours des prochaines années, là, à moyen terme et à long terme, il va y avoir, pas juste au Québec, partout dans le monde, beaucoup plus de véhicules électriques, beaucoup moins de véhicules à essence. Ça veut dire moins de pétrole, plus d'électricité. Et, Madame la Présidente, on pense que c'est une opportunité spéciale pour le Québec parce que le Québec a la chance d'avoir des minéraux stratégiques comme le lithium qui peuvent servir à fabriquer des batteries. Donc, on veut les transformer ici. Air complémentaire. Madame la Présidente, ma question est toute simple au premier ministre. Est-il rassuré, oui ou non? Quand on sait que Nordvolt a perdu l'an passé 1,6 milliard de dollars, qu'on apprend par les médias suédois qu'ils ont besoin pour payer leurs fournisseurs dans les prochaines semaines de 730 millions de dollars américains. Ma question au premier ministre, Nordvolt est-il, oui ou non, rassuré? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, comme j'étais en train de l'expliquer, quand on veut faire du développement économique, il faut prendre des risques calculés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la filière batterie, Madame la Présidente? On a fait des ententes avec GM, avec Ford, avec Nordvolt, avec Volta, avec Nemaska, avec une série d'entreprises pour diversifier notre risque, Madame la Présidente. Maintenant, à court terme, il y a un ralentissement économique. Ça avait fait fermer l'usine de Ford qui a rouvert l'usine. Nordvolt, actuellement, qui a déjà des usines en production, a annoncé qu'ils vont passer de 7 000 employés dans le monde à 5 400. Deuxième complémentaire. Premier ministre, il dit quand on a embarqué dans Nordvolt, ça faisait partie d'un risque calculé.
nous fera pas croire, Madame la Présidente, qu'il avait calculé ce risque-là. Ce que l'on voit de semaine en semaine, il ne peut pas nous dire qu'il avait calculé ce risque-là. Il n'est pas capable de me dire qu'il est rassuré. Moi, je vais considérer qu'il n'est pas rassuré, à défaut d'avoir une réponse claire. Là, on apprend qu'il devra verser un 300 millions supplémentaires, qui mettrait notre mise de fonds québécoise à 1 milliard. Quand devra-t-il transférer un autre 300 millions à Nordvolt? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on a été très transparent lors de l'annonce. Non, lors de l'annonce de Nordvolt, on a indiqué exactement les montants qui seront versés. Premier montant, 240 millions pour l'achat du terrain avec le terrain en garantie. Deuxième montant, une débenture de 200 millions US en Suède. Je rappelle que Nordvolt a déjà des usines. Il reste encore 5 400 employés. Pour perdre de l'argent sur cette débenture, il faudrait tout vider l'avoir des actionnaires. Qui est dans l'avoir des actionnaires? Goldman Sachs, Volkswagen, BMW. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, Nicolas Lachance nous le disait un peu plus tôt, 300 millions devront être versés, selon toute vraisemblance, à Nordvolt. La ministre l'a confirmé il y a quelques minutes, et je la cite, « Lorsque l'usine sera en construction. » Voilà. Lorsque l'usine sera en construction, il lève un mur, est en construction, emmener l'argent, 300 millions à Nordvolt. C'est quand, ça, lorsque l'usine sera en construction? Dans 2 semaines? 1 mois? C'est quand? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je reprends le décompte. 240 millions qui ont été versés comme prêt avec le terrain en garantie. 200 millions US au siège social, donc en débenture, après les actionnaires. Maintenant, la Caisse de dépôt a investi aussi un prêt convertible de 200 millions. Maintenant, il y a un 300 millions qui sera versé seulement s'il y a 2 conditions qui sont remplies. Que le financement soit attaché par Nordvolt, ce qui n'est évidemment pas le cas, puis si l'usine est en construction. Donc, pour l'instant, les conditions ne sont pas remplies. Ce 300 millions ne sera pas versé à court terme. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Bonjour, Madame la Présidente. Vous avez noté peut-être tantôt la ministre, juste avant la période de questions, était en point de presse en disant le 300 millions, on ne sort pas tout de suite, hein, c'est pas pour demain, ça ne s'en vient pas. Puis là, le premier ministre vient de dire c'est pas le cas, le 300 millions, parce qu'ils n'ont pas encore ramassé leur argent. C'est comme s'ils sont en train de dire on veut même pas que l'usine parte, parce qu'ils savent qu'en ce moment, ils doivent peut-être débourser 300 millions de dollars supplémentaires pour un total de 1 milliard quand même. C'est énorme. Maintenant, Madame la Présidente, 2023, une annonce. On bloque 354 mégawatts. Après ça, on nous dit que Nordvolt, son usine, ce ne sera pas avant 2028, mais qu'il va y avoir 1500 mégawatts de disponibles à partir de 2027. Moi, je veux juste savoir, pourquoi qu'on gèle 354 mégawatts alors que jour après jour, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on a des entreprises qui sortent publiquement pour dire on s'est fait refuser des blocs d'énergie, puis on ne sait même pas pourquoi. Alors, la ministre peut-elle dire qu'elle va libérer l'énergie? Oui, monsieur le leader, j'allais dire quelque chose. C'est beau. Je trouve, j'allais vous dire, Madame la députée, que votre tableau n'est pas si didactique, il semble plutôt une illustration. Nous avons besoin de tableaux didactiques avec des chiffres et des graphiques. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, merci. Alors, j'aimerais revenir d'une part sur les conditions associées au financement additionnel, parce qu'il y a effectivement 2 conditions que j'ai nommées. Je n'en avais pas nommé qu'une seule, malgré ce qui a été dit. Et le financement privé, d'avoir ficelé le financement privé, ça fait partie des conditions, en plus de construire le bâtiment. Donc, c'est un élément important à rappeler, à considérer, et qui permettra en fait d'aller plus avant dans notre approche qui est très novatrice. C'est la première fois qu'on développe un montage financier par étapes, par jalons. Autrefois, il y avait des montages financiers qu'on a connus des gouvernements antérieurs où on donnait l'argent à l'entreprise et on se croisait les doigts en disant « j'espère que ça va marcher ». Eh bien, on n'est pas dans cette approche-là du tout. On a une approche par étapes et à chacune des étapes, pour que le financement soit dégagé, il faut que des conditions soient rencontrées. Et c'est ça qui fait en sorte que ce financement-là,
on protège l'avoir des Québécois à travers les conditions qui doivent être rencontrées. Première complémentaire. Je dois lui accorder, c'est une approche très novatrice parce que même le fédéral n'a pas mis un sou à date, alors que nous, on a déjà 700 millions de dollars d'engagés des Québécois. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils jouent à l'émission des Dragons, eux autres, là. Alors, Madame la Présidente, après le petit vent de face, la ministre elle-même est en train de nous dire on espère qu'on n'a pas besoin de débloquer de 300 millions et qu'ils ne sont pas capables d'attacher leur financement. En ce moment, il y a une cellule, pas de batterie en Suède, il y a une cellule de crise. Alors, j'aimerais vraiment qu'on libère l'énergie parce qu'eux autres même le savent, ça ne sera pas avant 2028, Nordvolt. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, bien, en fait, j'aimerais revenir sur les montants parce que les montants, à ce jour, sont de 510 millions, à savoir qu'il y a un 240 millions de financement pour l'achat du terrain avec le terrain en garantie. On a une hypothèque sur le terrain. Donc, quand on parle d'avoir des garanties, quand on parle de tirer des leçons du passé, bien ça fait partie des leçons qu'on a tirées, puis de la manière novatrice que l'on a adoptée. Il y a également un 270 millions qui est investi dans la maison mère et on a un statut, je dirais, avantageux par rapport au positionnement que l'on occupera, advenant qu'il y ait vraiment quelque chose de très catastrophique. Mais on n'en est pas là. Ce n'est pas du tout l'orientation qui est prise. Pour ce qui est de la Caisse de dépôt, ces investissements sont pris par elle-même. Deuxième complémentaire. Écoutez, Madame la Présidente, quand j'entends risque calculé et ça a été payant, payant pour qui? Le terrain, là, il valait 20 millions de dollars en 2015, vous l'avez vendu pour plus de 200 millions de dollars. Vous dites que vous avez de l'argent dans la maison mère. Bloomberg nous dit clairement qu'on est juste au bord de la faillite. Vous dites que votre situation est privilégiée. Vous allez recevoir combien en piastres? 10 cents, 25 cents? Vous ne le savez pas. Alors là, moi, je veux juste savoir, en attendant les blocs d'énergie, on a des entreprises d'ici qui veulent en avoir. Dites oui. Je vous rappelle que vous adressez à la présidente. Les vous, là, c'est à moi, pas à la ministre. Madame la ministre, la réponse. Oui, bien, je vais vous le dire en quoi c'est payant. Cette filière batterie, ça rapporte des emplois de qualité qui vont être occupés par les Québécois, des emplois bien rémunérés dans des secteurs d'avenir qui vont nous positionner dans un secteur d'avant-garde à l'international et qui, en plus, vont contribuer à décarboner le Québec. Donc, non seulement on va avoir un nouveau tremplin de développement économique qui va marquer le devenir du Québec industriel pour les 50 prochaines années au moins, mais en plus, on va décarboner l'économie et la société, ce qui est un défi collectif que nous avons. En question principale, je reconnais maintenant le député Denis Ligan. Oui, Madame la Présidente, il n'y a pas uniquement dans Nordvolt que ce gouvernement a complètement perdu la boussole. Il y a un autre dossier. Et le Premier ministre lui-même s'est engagé en 2022 devant les gens de Rivière-du-Loup de dire que le dossier serait politique. Traverse de Rivière-du-Loup, ça vous dit quelque chose, Monsieur le Premier ministre? Ils sont là, Madame la Présidente. Troisième fois qu'ils viennent au Parlement. La présidente de la Chambre de commerce, conseiller municipal et l'instigateur de la pétition. Et vous savez quoi? Malheureusement, aujourd'hui, la CAQ a voté contre sa pétition. 8000 personnes qui demandent que la traverse reste à Rivière-du-Loup. Ils ont une seule question. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent au Parlement, ni la deuxième, ni la troisième. On était obligé, Madame la Présidente, fin de session dernière, de pousser ce gouvernement à déposer la pétition qu'ils ont reçue. Ma question est très simple. Est-ce que oui ou non, les gens de Rivière-du-Loup aujourd'hui qui vous écoutent vont avoir une réponse très rapidement sur la maintenue de la traverse à Rivière-du-Loup? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci aux collègues de me poser la question. Ça permet de revenir sur le dossier. Et comme le sait le collègue, ce dossier-là, on l'a travaillé extrêmement fort depuis le début, depuis le dernier mandat d'ailleurs aussi, mais depuis que moi je suis là depuis 2 ans, avec ma collègue de Rivière-du-Loup-Témiscouata, la députée locale, qui travaille chaque semaine en relation avec les différentes parties prenantes, que ce soit les élus, les organismes, les chambres de commerce, les partenaires, probablement des gens qui sont ici aujourd'hui que je ne vois pas, mais qui sont ici au-dessus, probablement de certaines de ces personnes qui, la dernière fois, étaient présentes, qu'on avait rencontrées, ma collègue et moi, à la suite de la période de questions. Donc, ce sont toutes des personnes à qui on parle régulièrement, Madame la Présidente. Je veux d'abord placer cette information-là parce que c'est important. Les décisions, on doit les prendre en collaboration avec les milieux qui sont touchés. Or, dans ce dossier-là, on le sait, on doit prendre une décision entre maintenir la traverse dans sa localisation actuelle ou la déménager dans un endroit parce qu'on fait face à des enjeux qui, objectivement,
confronterait ou serait un défi pour n'importe quel gouvernement. On a un enjeu d'ensablement, on a un enjeu de dragage. Donc, on doit prendre une décision qui est la meilleure, qui tienne compte justement des enjeux de dragage, de durabilité du service, d'amélioration du service, de coût aussi. Et ma collègue s'est engagée dernièrement dans ses médias locaux à rendre une décision cet automne. Première, complémentaire, et vous adressez à la présidence. Oui, Madame la Présidente, c'est un dossier qui traîne. Ces gens se déplacent à chaque fois de Rivière-des-Loups, c'est des bénévoles. Monsieur Morin a fait un travail exceptionnel. 8000 personnes qui ont signé. C'est quoi la réponse qu'on lui donne aujourd'hui? Non. Le gouvernement caquiste a refusé la saisie de sa pétition. Ça demande quoi, cette pétition? L'importance économique, historique et touristique de la traverse et qu'il demande que le traversier demeure à Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, ce que j'entends de la bouche de la vice-première ministre, c'est un non, c'est un refus, parce qu'il n'y a pas d'échéancier. Il n'y a aucun engagement. Va-t-il s'engager? Réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, comme je l'ai dit à la fin de ma dernière réponse, ma collègue, et je seconde ses propos, une décision va être rendue cet automne, Madame la Présidente. Alors, j'invite le collègue à être patient. Mais savez-vous, ce que décrit mon collègue Denis Ligan, là, si on n'avait pas eu d'intérêt, si pour nous ça avait été quelque chose de simple et de sans intérêt, on aurait pris une décision expéditive. Or, qu'est-ce qu'on a fait, Madame la Présidente? On a fait des analyses, on a analysé les deux scénarios, mais pour être certaine, et pour reprendre l'expression de ma collègue, la députée, pour être certaine de retourner toutes les pierres, le 16 janvier 2024, on a lancé un appel d'intérêt au privé pour voir s'il y avait potentiellement un opérateur privé intéressé à opérer la traverse pour nous sortir des enjeux que j'ai précédemment mentionnés. Ça a pris fin le 8 mars. On a reçu le rapport en juin et on rendra une décision cet automne. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. On veut savoir, Madame la Présidente, que vaut la parole du premier ministre. Quand en mars 2022, il y a plus de 2 ans, a dit « on va y voir, ça va être une décision politique ». Quand j'entends la ministre responsable dire « on travaille dans l'urgence », ça fait 4 ans qu'il le demande. Quand on sait que c'est 15 millions de dollars de retombées économiques, c'est 140 000 passagers par année. Les gens qui sont ici dans les tribunes, encore une fois, veulent que le premier ministre respecte sa parole. Alors, le traversier à Rivière-du-Loup, quand allez-vous l'annoncer? Ça fait 4 ans qu'il attend après ça. Vous adressez à la présidence. Monsieur le premier ministre. Bien, la vice-première ministre a été très claire. Il y aura une décision de prise cet automne, comme promis. Donc, on va respecter notre promesse. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, on a appris que le projet Nordvolt était en train de couler. On a appris que les agences privées en santé nous avaient coûté 2 milliards l'an passé. On a appris que nos cégeps sont même plus capables d'acheter des livres à cause de l'austérité de la CAQ. Mais le premier ministre, lui, il avait d'autres priorités. Favoriser l'élection le plus rapidement possible de Pierre Poilievre comme premier ministre du Canada. En fin de semaine, il a récidivé sur les réseaux sociaux en relayant les lignes officielles du Parti conservateur. Madame la Présidente, il n'y a plus personne qui suit le premier ministre. Il nous parle de valeurs québécoises, mais il appuie un parti dont le tiers des députés militent contre le droit à l'avortement. Il nous parle de laïcité, mais il appuie un parti, le parti du député Jérémy Padzer, un député de la Saskatchewan qui fricote avec les églises créationnistes américaines. Il nous parle des intérêts du Québec, mais il appuie un parti qui défend les intérêts des Albertains et de leurs compagnies pétrolières. À quel moment le premier ministre a-t-il reçu le mandat de militer pour le Parti conservateur du Canada? Où sont passées les valeurs du premier ministre? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, contrairement à ce que pense le chef de Québec solidaire, on a un grave problème avec l'explosion du nombre d'immigrants temporaires. Depuis 2 ans, le nombre d'immigrants temporaires au Québec est passé de 300 000 à 600 000. Ça amène des vrais problèmes de logement, de services publics qu'on a de la difficulté à donner, puis l'avenir du français à Montréal en particulier. Moi, je pense que ça devrait être la question de l'urne de la prochaine campagne fédérale. Ce que j'ai demandé la semaine dernière, il y a 2 partis souverainistes ici qui sont proches du Bloc québécois. Je leur ai demandé de demander à leurs camarades de dire à Justin Trudeau
bien, on est peut-être prêt à vous appuyer, mais en échange, pouvez-vous vous engager à réduire de façon significative, en fait, on demande de 50 le nombre d'immigrants temporaires. Or, ces deux partis-là se sont couchés parce qu'ils se disent plus à gauche, et c'est plus important pour ces deux partis-là d'être plus à gauche que de défendre l'autonomie et l'intérêt du Québec. Première complémentaire. Parlons-en de la défense du Québec. Pour nous, là, défendre le Québec, c'est défendre le droit des Québécoises à choisir ce qui se passe dans leur corps. Pour nous, défendre les intérêts du Québec, c'est défendre le territoire québécois contre les pipelines que Pierre Poilievre veut faire passer ici. Pour nous, défendre le Québec, là, c'est rompre notre dépendance avec Ottawa, pas dépendre du bon vouloir des conservateurs à Ottawa. Pierre Poilievre n'a rien promis au Québec, à part de l'argent pour le troisième lien. C'est quoi le deal du premier ministre avec les conservateurs? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, à chaque fois que le chef de Québec solidaire parle des relations avec Ottawa, il nous dit que c'est des politicailleries, que ça ne l'intéresse pas, ces chicanes-là de compétences. La semaine passée, il nous disait même, vous devriez écouter Justin Trudeau. C'est lui qui devrait choisir où on investit de l'argent en éducation, pas dans les orthophonistes, dans les lunchs pour les enfants. C'est lui, Justin Trudeau, qui connaît les priorités en éducation. Madame la Présidente, il serait temps qu'il y ait deux partis qui se prétendent nationalistes, qui défendent enfin la nation, puis qui disent à Justin Trudeau, c'est inacceptable de nous envoyer 600 000 immigrants, on n'est plus capable. Deuxième complémentaire. Le premier ministre est prêt à appuyer un parti dont le tiers des députés militent contre le droit à l'avortement. Quand a-t-il reçu le mandat de mettre au pouvoir un homme qui a voté 4 fois dans sa carrière politique contre le droit à l'avortement? Es-tu capable de répondre à cette question-là? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef de Québec solidaire est prêt à appuyer son parti frère, le Bloc québécois, est prêt à appuyer un gouvernement, le gouvernement le plus centralisateur de l'histoire du Canada. Madame la Présidente. Monsieur le leader, brièvement. Madame la Présidente, j'ai vu un geste de la part du chef du deuxième groupe d'opposition inacceptable à l'endroit des femmes. Je suis debout. Merci. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. J'ai vu également ce geste. Je vous invite au respect les uns avec les autres lorsque vous échangez. Vous le savez, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, on a écouté la question. Maintenant, j'apprécierais que nous écoutions la réponse. Le retour du silence, s'il vous plaît. C'est beau, Monsieur le leader. La réponse se poursuivra dans le respect. Monsieur le leader, j'ai géré la situation. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition a compris. Nous allons poursuivre dans le respect. Faites attention à ce que vous faites. Si les gens vous ont vu, demeurons respectueux. Il reste 25 secondes pour le premier ministre pour qu'il puisse répondre et j'aimerais que ça se fasse dans le silence. Ce qu'on a fait est inacceptable. Monsieur le leader, j'ai tranché et le chef du deuxième groupe d'opposition se gérant en conséquence. Tous les gens qui sont ici l'ont vu agir. Maintenant, nous allons poursuivre dans le respect. Et ce sont des gestes inacceptables, monsieur le chef du deuxième groupe, vous le savez. Non, on n'embarquera pas là-dessus. Là. Monsieur le premier ministre, vous avez 25 secondes. Nous poursuivons dans le silence. Défendre la nation québécoise, défendre notre identité, défendre notre langue, ça ne l'intéresse pas le chef de Québec solidaire, mais qui vive avec ça? Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Mercier.
Merci, Madame la Présidente. La ministre de la Condition féminine et moi, on ne s'entend pas sur tout, mais il y a une chose sur laquelle on est vraiment d'accord toutes les deux, c'est l'importance de protéger le droit à l'avortement. D'ailleurs, le 1er juin dernier, on a marché ensemble pour répondre à un groupe anti-avortement qui manifestait devant l'Assemblée nationale. Tous les députés ici présents à l'Assemblée nationale ont voté pour une motion qui reconnaît le consensus inébranlable social au Québec pour le droit à l'avortement. C'est normal, puisque la liberté de choisir des femmes, ça fait partie des valeurs québécoises. Le premier ministre parle souvent des valeurs québécoises, mais la semaine passée, il a erré en appuyant le parti de Pierre Poilievre, dont au moins un tiers des députés sont anti-choix. Pierre Poilievre ne défend pas la nation québécoise, ne défend pas aussi la moitié de la nation québécoise qui sont composées par des femmes. Est-ce que la ministre de la Condition féminine peut dire, comme moi, qu'elle est heurtée par ce que le premier ministre a dit la semaine passée? À réponse de la ministre responsable de la Condition féminine. Merci beaucoup, Madame la députée de Mercier, pour cette question. Essentiellement, vous avez raison, on partage l'importance du droit à l'accès et du droit des femmes à l'avortement. Et je vous dirais que le gouvernement du Québec a fait de cette protection et de l'accès à l'avortement une priorité. La députée sait pertinemment bien que nous travaillons fort sur ce dossier-là. Elle a été longuement consultée, ainsi que les autres partis d'opposition, pour contribuer à un premier plan d'action, plan d'accès à l'avortement. Au Canada, l'accès à l'avortement est décriminalisé depuis 1988. Chaque nation choisit de l'appliquer de la façon dont il le veut. Le Québec choisit de donner le droit à ces femmes et de le protéger. Et c'est plus que le droit des femmes. Les Québécois aussi tiennent mordicus à ce que le droit de choisir des femmes soit respecté. Je travaille actuellement sur un plan qui devrait être publié d'ici Noël, nous l'espérons, où nous pourrons plus largement s'assurer que toutes les femmes du Québec puissent avoir accès au droit de choisir. Et je vous rappelle, Madame la ministre, que vous répondez à la présidence et non directement à la députée. Madame la députée, première complémentaire. Madame la présidente, je ne vais pas parler des convictions de la ministre. Je veux savoir si elle a été heurtée puis si elle est à l'aise avec le choix de son chef d'appuyer Pierre Poilievre quand on apprend, comme le disent mon collègue, que ce matin, qu'un des députés de Pierre Poilievre est allé en Floride dans un congrès d'une église anti-avortement. Madame la présidente, c'est pas comme ça qu'on vit au Québec. Est-ce que la ministre a été au moins consultée avant que son chef donne son appui à un parti politique dont les députés sont des militants anti-avortement? Réponse de la ministre responsable de la Condition féminine. Madame la présidente, je suis toujours heurtée quand je vois des gens qui sont contre le choix de choisir des femmes. C'est important. Et au Québec, nous avons choisi de respecter et de protéger ce droit-là, et nous avons l'intention d'y donner suite. Nous travaillons ici, à l'intérieur du Québec, avec les groupes de femmes, les groupes de protection des droits des femmes, pour faire avancer ce droit-là. Il y a des efforts substantiels de groupes anti-choix au Québec. La députée a tout à fait raison, il y a eu une manifestation, c'est le début de quelque chose. Nous vivons avec les courants de pensée qui viennent du Sud, et nous avons décidé au Québec de s'occuper de ce droit-là et de s'assurer haut et fort de le protéger. Deuxième complémentaire. Je suis vraiment très contente et rassurée d'entendre que la ministre a été heurtée. Je comprends que le premier ministre, avant de choisir un parti anti-choix des femmes, un parti composé de députés qui militent, le tiers milite contre le droit des femmes, qu'il n'a pas consulté la ministre avant de faire ce choix-là. Les femmes au Québec, les Québécois, Québécoises qui défendent nos valeurs sont heurtés et sont choqués que le premier ministre leur dise pour qui voter. Il faudrait que la ministre de la Condition féminine parle avec son chef. La réponse de la ministre. Madame la présidente, je suis rassurée de voir la députée rassurée que nous prenions les choses en main au Québec et que nous nous assurions de protéger le droit des femmes de choisir, de protéger également l'accès à l'avortement. L'accès à l'avortement est assez facile, particulièrement dans la région de Montréal où dans la représentation de la députée, mais c'est plus difficile en région. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre de vastes travaux pour pouvoir déposer un projet substantiel pour s'assurer qu'au Québec,
probablement la nation en Amérique du Nord où l'accès sera le plus libre et où nous protégerons les droits des femmes. En question principale, je reconnais maintenant le député de Maurice-Richard. Madame la Présidente, la semaine dernière, j'ai essayé d'obtenir de la ministre de l'Économie qu'elle nous dévoile les études économiques sur l'implantation de Northvolt au Québec. Ça a été long et fastidieux et je n'ai rien obtenu, Madame la Présidente. C'est fou pareil, hein, des milliards d'argent public, des centaines de mégawatts et pas une seule étude économique publique. Alors, soit les hypothèses de départ ne sont plus vraies, soit il n'y a juste pas d'études économiques. Mais dans les deux choix, il apparaît clair que ce gouvernement commence à jouer au casino avec l'argent public des Québécoises et des Québécois sans aucune transparence. La semaine dernière, la Suède s'est déjà engagée à ne pas injecter d'argent public dans l'entreprise. Aujourd'hui, je dépose une motion pour que le gouvernement s'engage à ce qu'aucun fonds public supplémentaire ne soit versé à l'entreprise Northvolt. Est-ce que la ministre va voter en faveur de notre motion? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, on a vraiment eu un succès impressionnant avec la filière batterie puisqu'on a réussi à attirer pas moins d'une vingtaine de joueurs jusqu'à maintenant et les efforts se poursuivent. Des joueurs qui sont actifs dans tout le Québec, à la fois sur l'extraction des minerais, à la fois sur la fabrication de composantes de véhicules électriques, à la fois sur le recyclage. On va en faire une économie circulaire. Alors, j'ose espérer que Québec solidaire est avec nous en faveur du déploiement de la filière batterie, qui requiert des efforts immenses et qui vont générer des retombées de jusqu'à 16 milliards de dollars. Et je pense que les années qui suivront nous permettront aussi d'amplifier ces retombées et la création d'emplois, parce qu'on estime effectivement qu'il va y avoir jusqu'à 10 000 emplois créés, des emplois bien rémunérés dans des secteurs stratégiques, et que ce faisant, en plus, on va contribuer à décarboner l'économie, à la fois au Québec et à la fois sur le plan international. Alors, je m'attends de Québec solidaire à un appui en regard du développement de la filière batterie, et c'est ce qu'on a réussi à faire au cours des dernières années, et les années à venir vont nous montrer qu'on a eu raison. Première complémentaire. Si vous avez des documents qui prouvent des retombées économiques, s'il vous plaît, rendez-les publics. Mais ma question aujourd'hui, ce n'est pas les retombées économiques. Nous avons déposé une motion aujourd'hui qui demande de ne plus dégager plus d'argent ce qui a été promis à cette entreprise-là. C'est simple. Est-ce que oui ou non, la ministre s'engage à voter pour cette motion pour qu'aucun fonds public supplémentaire ne soit engagé envers Northvolt? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, je constate en fait que Québec solidaire joint le Parti libéral, à savoir qu'au premier vent de face rencontré, ils tournent le dos. Ils veulent tourner le dos à Northvolt, ils veulent renier la parole du gouvernement. Nous, on s'est engagés à soutenir ce projet-là, tout comme l'ensemble également des projets qui sont stratégiques pour le Québec dans le domaine de la filière batterie, et on respecte notre engagement. C'est une industrie qui est naissante, qui est appelée à connaître des soubresauts, des hauts et des bas, et ça, on en était conscient. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec un montage financier novateur qui permet de nous protéger des risques importants que peuvent connaître ce secteur-là, qui connaît en ce moment un ralentissement. Mais le montage financier que l'on a élaboré nous permet justement de minimiser au maximum les risques. Deuxième complémentaire, le chef du deuxième groupe d'opposition pour ce faire. Le premier ministre est allé au casino. Puis sur les conseils de Pierre Fitzgibbon, il a misé très, très gros l'argent des Québécois et des Québécoises sur Northvolt. Là, il est en train de perdre son pari. Des fois, on y pose des questions compliquées, mais aujourd'hui, on y pose une question simple. Est-il prêt à s'engager au strict minimum à ne plus mettre d'argent supplémentaire dans Northvolt? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il reste 2 montants éventuellement à investir dans Northvolt, puis ils sont conditionnels. Le premier montant, c'est 300 millions. Si le financement est attaché, ce qui n'est pas le cas actuellement, si la construction avance. Il y a un autre montant, qui est le montant le plus important, 4,6 milliards.
selon la production de batteries. Si, d'abord, la production a lieu, si le programme américain IRA qui a été mis en place par M. Biden reste en place, donc on va le voir avec l'élection fédérale, et ça sera le 2/3 par le fédéral. Principal, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Madame la Présidente, aujourd'hui, ça fait plus de 100 jours que le premier ministre s'est engagé à réaliser la première phase du tramway. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 mois que la ministre des Transports a confié l'étude du projet de tramway à CDPQ Infra. Aujourd'hui, ça fait presque 6 ans que la CAQ est au pouvoir. Sans tous les détours et les délais imposés par la CAQ, Québec aurait eu son tramway dans 2 ans, en 2026. C'est ce qui était prévu au départ. Pendant ce temps-là, les gens sont tannés d'attendre des solutions qu'on leur promet depuis trop longtemps. Ils sont tannés de s'entasser dans des bus qui sont trop pleins. Ils sont tannés d'être pris dans le trafic. Ils sont tannés de voir... Les entreprises sont tannées de voir leurs marchandises coincées dans le trafic elles aussi. Est-ce que la ministre des Transports peut s'engager à signer, d'ici la fin du mois de septembre, une entente provisoire avec CDPQ Infra pour qu'enfin on aille de l'avant avec le tramway? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, Madame la Présidente, je sors toujours mon tableau parce que ça tourne toujours autour pas mal des mêmes sujets. Je verrai si j'en aurai besoin. On me parle du tramway, mais je n'ai pas pu m'empêcher. J'écoutais attentivement l'élaboration de la question du collègue. Et il me dit les gens ont besoin de pouvoir avoir de la fluidité, de la mobilité. Il a même fait référence, si je ne m'abuse, aux entreprises, donc par extension aux marchandises. Donc, je le rassure tout de suite, on s'est engagé aussi à faire un nouveau lien terré pour la sécurité commerciale, pour s'assurer que les marchandises circulent bien. Donc, c'est de nature à le rassurer, j'en suis certaine. Par ailleurs, sur le tramway, bien, effectivement, on a annoncé au mois de juin, le premier ministre et moi, en présence de nos collègues ministres responsables respectivement des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qu'on allait aller de l'avant avec la phase 1 du tramway. On était très, très actifs cet été. Plusieurs rencontres qui se sont déroulées avec la Caisse, avec mon ministère, avec le bureau de projet de la Ville de Québec. Donc, ça avance. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais lui dire de plus, sinon peut-être lui réitérer que de manière générale, la CAQ aura été le parti politique parmi tous ceux ici représentés qui aura fait le plus avancer le transport collectif et qui aura fait le plus d'investissements en transport collectif, après des années d'échecs du PQ qui n'a pas réussi à faire quoi que ce soit et des années libérales qui ont sous-investi. Première complémentaire. On écoute le député de Tachereau. Donc, je n'ai pas eu la réponse à ma question. Je n'ai pas un engagement à avoir une signature provisoire avec la CDPQ Infra avant la fin du mois de septembre. Donc, ce n'est pas rassurant. Mais la semaine passée, encore moins rassurant, en fait, le premier ministre qui a décidé de soutenir l'élection de Pierre Poilievre, un homme qui s'est engagé à ne jamais financer le tramway de Québec. Les gens sont inquiets de cette manœuvre-là. Est-ce que la ministre est consciente que la motion de la semaine passée pourrait mettre fin au projet de tramway de Québec? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, j'ai envie de dire, comment on dit, Eureka ou Alléluia, je ne sais pas. C'est la première fois que le député de Tachereau, et par extension Québec solidaire, prend conscience de l'importance et du caractère déterminant de l'engagement financier du gouvernement fédéral dans le transport collectif. Ça fait des semaines et des mois qu'il est ici puis qu'il se lève et qu'il défend aveuglément le gouvernement fédéral sous prétexte qu'ils ont déclaré dans les journaux qu'ils sont au rendez-vous sur à peu près tout, mais les chèques ne rentrent pas. Et lui, ça, il ne semble pas comprendre ça. Alors, s'il veut joindre sa voix à la mienne et à celle du député de Nelligan, qui à plusieurs reprises en commission parlementaire m'a assuré de son soutien pour revendiquer de l'argent fédéral, ce qui tombe bien étant donné que le précédent ministre des Transports qui a dit que ça prenait plus d'argent sera peut-être son nouveau chef, je l'invite à faire de même, parce que plus on sera nombreux... S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, je vous ai entendu. Deuxième complémentaire, monsieur le député Tachereau, la parole est à vous, juste à vous. Encore une fois, la ministre des Transports n'a pas répondu à la question. Est-ce qu'elle est consciente que la motion proposée par son premier ministre, par son chef, est un risque important pour le tramway de Québec? Est-ce que, dans le fond, on ne pourrait pas dire que le gouvernement est en train de faire indirectement ce qu'il ne veut pas faire directement? Est-ce que la CAQ est en train de saborder le projet de tramway à Québec? La réponse, nous allons entendre, s'il vous plaît, la réponse de la ministre. Alors, Madame la Présidente,
La ministre des Transports est parfaitement consciente qu'on a besoin de soutien de la part du gouvernement fédéral pour les projets en mobilité au Québec. Et je sais qu'il ne veut jamais entendre parler des routes parce que, comme d'autres, il pense que ce n'est pas à mode de faire des routes en 2024. Mais comment il pense que les autobus vont circuler si on n'entretient pas les routes? Tu sais? Alors, on tourne en rond, Madame la Présidente, quand on va essayer de créer des chicanes où il n'y en a pas, parce que dans les faits, on a besoin que le fédéral finance la mobilité au Québec. Je parlerai ce soir à ma nouvelle vis-à-vis qui remplace M. Rodriguez. Alors, je vais lui réitérer les mêmes messages. Si jamais il la croise, il fera de même. Mais je tiens à être claire, Madame la Présidente, on va réaliser la phase 1 du tramway. En question principale, je reconnais maintenant le député Jean Talon. La question est pourtant simple, Madame la Présidente, c'est de savoir combien on a mis dans le pari du gouvernement dans le projet Nordvolt et quelle garantie qu'on a de pouvoir récupérer l'argent si le projet tourne mal. C'est exactement ce qu'on a demandé, le chef du troisième groupe d'opposition l'a demandé le 10 septembre. Combien a été consenti à Nordvolt? Réponse du premier ministre. Le montant qui a été déboursé, c'est pour acheter le terrain et on a le terrain en garantie. Maintenant, les vrais montants de subventions qui vont être donnés, c'est au fur et à mesure où ce sera construit. Donc, il y a 0 déboursé. La semaine suivante, en réponse à une de mes questions, oups, on se souvient qu'il y a une devanture de 270 millions, dont 270 millions de dollars, dont la ministre nous dit aujourd'hui que c'est un montage financier habile, prudent, avec un statut privilégié. Pourtant, on sait qu'une devanture, c'est un financement qui n'est pas garanti par nature. Alors, la ministre va-t-elle nous répéter les paroles du premier ministre aujourd'hui ou va-t-elle nous dire quelle garantie il y a pour la récupération de l'argent des Québécois si ça tourne mal? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente. Dans la question, il y avait l'essentiel de la réponse. On a mis, en fait, un financement effectivement habile et prudent pour faire en sorte que les deniers publics soient protégés le plus possible, au maximum, des risques qui peuvent être encourus. Dans le cadre du projet de Nordvolt. Alors, il s'agit de 240 millions qui a été prêté pour l'achat du terrain et qui fait en sorte que le terrain est la garantie, constitue la garantie pour le gouvernement. Donc, on a une hypothèque sur ce terrain. Donc, la garantie, elle est évidente, elle est importante. Et pour ce qui est du 270 millions de dollars, ça, c'est dans la maison mère et c'est fait sous forme de devanture convertible. Et les actifs de la compagnie seront donc la garantie qui pourra s'activer advenant qu'on doive se rendre là. Mais on n'est pas là du tout dans les scénarios. L'entreprise est en train de recentrer, repositionner ses activités et ce repositionnement-là n'affecte pas le projet qui se déploiera au Québec. Première complémentaire. Alors, pendant que le gouvernement de la Suède met en place une cellule de crise pour gérer la situation, nous, on a des réponses de ce type-là, Madame la Présidente. Alors, s'il est si prudent, s'il est si habile, cet investissement, cette devanture de 270 millions, pourquoi on n'a pas l'information complète? Pourquoi on ne nous donne pas le texte et les garanties qu'on a obtenues dans cette devanture? Parce que je leur ai dit, le devanture, pour que les Québécois comprennent, c'est un financement non garanti. Alors, quelle garantie on a et pourquoi on n'a pas l'information aujourd'hui? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, bien, les garanties, en fait, on va les exercer si on a à se rendre là, mais actuellement, on est en développement de ce projet-là. On a une entente avec Nordvolt qui fait en sorte qu'on les supporte, on les accompagne pour faire en sorte que ce segment de la chaîne de valeur des batteries vertes puisse être occupé par Nordvolt pour de la production de cellules, pour du recyclage également et d'autres activités. Donc, on continue, on poursuit. On est en train de développer la filière batterie. On a 20 joueurs déjà qui sont établis dans l'ensemble des régions du Québec et qui vont faire en sorte qu'on puisse être actif dorénavant de l'extraction des minerais jusqu'au recyclage de ce minerai. Et ça nous positionne avantageusement dans le cadre de la transition énergétique. Deuxième complémentaire. Ce qu'on demande, c'est de la transparence. Une devanture, là, ça peut avoir un texte de 50, 100 pages. C'est pas vrai que l'ensemble d'une devanture, c'est confidentiel. Pourquoi on n'a pas les termes principaux de cette devanture? Quelle garantie a obtenu le gouvernement du Québec? À quel prix on a vendu le Québec? C'est la même chose pour la main-d'œuvre, dont on nous disait qu'on veut des emplois bien payés. Et finalement, on vend des emplois qui vont coûter moins cher qu'ailleurs.
l'environnement, les garanties financières. On veut l'information, de la transparence. C'est ça qu'on demande à la ministre. Et moi, je demande du silence du côté droit et je veux entendre la ministre. Écoutez, bien, les garanties, je les ai énoncées. Et puis pour les financements futurs, ils vont être offerts si les conditions prescrites sont rencontrées. Donc, par exemple, s'il y a la construction du bâtiment, s'il y a levée de financement suffisante pour procéder aux étapes suivantes, il y aura un accompagnement et un passage au jalon numéro 2 de ce programme de financement qui est par étapes. Et c'est important de faire de la sorte parce qu'on veut éviter les expériences malheureuses des années passées où on offrait du financement aux entreprises en espérant que ça fonctionne et puis si ça ne fonctionnait pas, on n'allait pas pouvoir récupérer notre investissement parce que les garanties n'étaient pas là. On a travaillé ça de manière très prudente et on va continuer à surveiller ça attentivement. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.